Aujourd'hui un nouvel épisode de Lift Talk en compagnie de Hélène qui est en études de nutrition pour être nutritionniste. Donc on va lui poser quelques questions, on va échanger par rapport à tout ça, des questions en lien forcément avec la pratique du street lifting et aussi du powerlifting parce que elle nous le développera ensuite, mais elle est aussi athlète en power. Donc voilà, est-ce que Victor, je te laisse la parole, je te laisse peut-être poser la première question ou entamer. Mais attends, avant de poser des questions, on va laisser justement à Hélène l'opportunité de se présenter et d'asseoir Exactement. sa légitimité, puisqu'elle Oui, a quand même justement un niveau qui est tout à fait même très très bon. Donc on va écouter un petit peu ce qu'Hélène a à nous dire sur elle-même. ouais, bah, du coup, bah, comme tu as très bien dit, hein, Marco, études en nutrition. Bon, comme je disais tout à l'heure, avant, j'ai fait via un BTS diététique, maintenant plus du coup en ligne, faire des formations en ligne pour être nutritionniste. Puis également, du coup, dans un sport de force, powerlifting, depuis maintenant 8 mois, mais j'ai commencé la musculation depuis 5-6 ans, quoi. Ok, nickel. Et ben justement, c'est ce que tu nous évoquais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que tu as fait le switch de donc ton BTS diététique, qui est un peu la voie traditionnelle classique, à le chemin donc full distanciel, formation en ligne? Du coup, le BTS diététique, c'est vraiment axé plus pour les personnes qui ont soit envie de travailler en restauration collective, donc apprendre toutes les normes d'hygiène en fait, ou alors pour travailler en hôpital directement. Moi, c'était ni l'un ni l'autre que je voulais, parce que c'est vraiment la nutrition sportive qui m'intéresse. Donc j'ai fait le choix du coup de direct m'orienter vers ce qui m'intéressait et directement me spécialiser plus là-dedans, quoi. Donc là, c'est en cours, encore en cours, on va dire, de formation. Ok, ok. Et, Nickel. et tu disais, enfin on disait aussi que tu étais athlète, donc ce week-end tu étais Mm. au championnat de France junior. T'as fait Ouais. quoi là comme performance là? Raconte-nous. Euh, Alors, bah, du coup, squat, j'ai fait 130 au troisième essai. Plutôt contente. Enfin, j'étais surtout contente, on va dire, de ma technique, tout ça. Et Le t'es en mental quel était bien. KT d'ailleurs pour contextualiser? Alors, c'est un peu compliqué parce que là, j'étais en KT moins de 63. Mais je suis entre deux KT en fait. Des fois en moins de 57, des fois en moins de 63. J'étais censée à la base être en moins de 57 pour les championnats. Mais vu que j'avais les minima dans les deux catégories, mon club s'est trompé à l'inscription. Oula, ah oui. Ah putain, Ouais. ouais. Et c'était Un peu trop relou. tard une fois que je m'en suis rendu compte. Et du coup, j'étais vraiment hyper légère par rapport aux autres. Moi, j'étais à 59 kilos, alors que tout le monde était à 61 grand minimum, quoi. 61, 62. T'as dû D'accord. faire un bon indice du coup. Bah, l'indice, j'ai calculé et je gagne 4 places. Ah oui, Donc, voilà, ah oui, tu m'étonnes. ouais. T'as bien performé à l'indice. Donc là Donc sur 130 le au squat, squat, c'est très solide déjà, ouais. ouais. Ouais, du coup, ça va. Puis, On n'est jamais content pour ça. On n'est jamais ouais, satisfait. c'est Parce que ça. tu t'aurais visé, t'aurais voulu faire combien? Non, en vrai, c'était ce qui était prévu. Donc, Ok, je suis Ok. plutôt contente. le plan a été respecté. Ouais, je pense j'aurais pu les 132,5, mais du coup, ça aurait pas été stratégique pour la suite. Enfin, Bien j'aurais sûr. pu vraiment RPE 10,5, quoi. Donc, non, Ok, ouais. non, non. Et Puis, sur les autres lifts, t'as fait combien? du coup, j'ai fait 70 au bench. Donc, pour le coup, c'était un peu plus bas que ce que j'espérais à la base. Donc là, c'était plus la technique, le ressenti, qui était pas voilà, c'était un jour simple, on va dire. C'était pas, bon, c'est quand même bien. Et deadlift, du coup, à 152,5. Ça fait un bon petit total sur la finale. Et ce qui te place combien au classement? 13e, du coup, sur 17e. Donc, je voulais normalement un top 10, donc c'est pour ça que c'est quand même Ah, il y pas avait autant ultra de satisfaite. il y avait C'est ce que autant j'étais en de train de me dire, ouais, participants? putain. Ouais. Ouais, il y avait beaucoup de monde et en moins de 57, elles étaient 25. Oh la vache! Ah ouais! Mm. Putain. Mais je pense que Mais les minima en moins de 57 enfin, sont trop bas. Là, ils ont été augmentés parce qu'ils étaient trop bas. Ah oui. ok. Ouais, parce que chez les hommes, il y avait beaucoup moins de monde par KT.
Bah, en fait, genre, il y a vraiment une différence significative dans le sens où tous les hommes qui sont au championnat de France, c'est tous on va dire, des athlètes qui sont là depuis un moment, alors que chez les féminines, il y en a beaucoup, ben, comme moi, on va dire, qui sont considérées comme débutantes, quoi. Même si je faisais du sport au final depuis longtemps, je suis débutante dans le powerlifting, quoi. Donc, il y en a Ok. Ouais. beaucoup. Ah ouais, donc dans le power, en fait, ils ont pas un nombre de places limité. Par exemple, admettons, tu as quand même les minima. Il n'y a pas un nombre de places, genre 10 personnes, ils peuvent en accueillir 25, quoi, ou 30 ou 40, quoi. Ouais, ouais, ouais. Avant, je crois qu'ils avaient des places limitées comme ça. Et maintenant, il faut juste vraiment faire les minima. Ok. Après, ils sont en train d'évoluer un peu. Je crois que l'année prochaine, ils veulent faire les championnats sur une semaine. Et ils vont faire en fait des nationales, enfin des N1 et des Oui, N2. Un peu comme ouais, au c'est ce que Ah, j'ai ouais. vu, ouais. Ok, ouais. Melvin, il m'en a parlé de ça. Ok, Mm, ouais. Ah ouais, en fait, enfin, proposer la compétition au plus grand nombre, j'imagine. mm. Ouais, en tout Ouais, c'est cas, ça. c'est Puis bien. ça fait encore plus parler du sport, on va dire, du coup, qui rendent de plus en Ouais. plus accessible, quoi. Et alors, est-ce que t'as kiffé ta compète? Ouais, par contre, franchement, ça, pour le coup, même si je suis pas ultra contente de ce que j'ai fait, on va dire, j'ai quand même kiffé, enfin, être là-bas, c'était un truc de fou, l'organisation est incroyable. Enfin, c'était trop bien, quoi. Puis Il y même avait du monde aussi, d'être hein. il y avait beaucoup de monde, ouais. Puis d'être enfin, dans les vestiaires ou sur la plateforme mélangé avec les champions du monde, ça a fait un petit effet, quoi. Ouais, j'imagine, ouais. Mm. Et justement, toi, tu as un parcours, on va dire, un peu atypique. C'est que à un moment donné de ta pratique aussi, tu as été un peu hybride en streetlifting. Mm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bah, on va dire, de toute façon, après, depuis que j'ai commencé, en fait, déjà, l'année dernière, je commençais parce qu'à la base, j'avais des objectifs un peu body. Et depuis l'année dernière, vraiment, j'avais cet objectif plus performance. Et j'ai tout de suite intégré bah, dips et traction. Bon, les dips, j'ai galéré pendant, pendant vraiment longtemps. J'étais beaucoup plus forte aux tractions qu'aux dips. Et donc, du coup, ben, enfin, squat, deadlift, bench, dips et traction, c'était mes objectifs en performance, quoi. Donc, quand j'ai commencé, là, j'étais un peu entre les deux. Je savais pas trop lequel choisir, quoi. Et là, tu as fait ton choix, là. Tu es passé du côté obscur. Ouais. Bah, je me dis que si on veut vraiment atteindre le plus haut niveau, il faut mieux vraiment se Ouais. spécialiser. Bah, moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est ce que je te disais par message l'autre jour. Je pense que Mm. tu as fait un bon choix qui s'avérera payant sur le moyen long terme, c'est sûr. On va te regretter un peu en streetlifting, mais bon, peut-être qu'un jour tu reviendras dans la lumière, qui sait. Peut-être, on sait pas, hein. Après, Et c'est toujours une discipline qui m'intéresse, hein, ça, c'est ouais, sûr. tu seras là à la FNSL Grand Ouest? Ouais, oui. Bah, pour Oui, souvenir, déjà, forcément. ok. Et d'ailleurs, aux tractions et aux dips, t'avais combien en perf? Bah, du coup, traction, la dernière fois que j'ai testé, c'était 15. J'ai jamais. Parce que du coup, ça fait un moment en plus que je me suis pas lestée. Là. Ça doit faire 4 mois, 3 mois et demi, 4 mois que je me suis pas lestée, je crois. Ah oui, Ouais. Et dips, j'avais fait 20 kilos facile, quoi. Enfin, mais j'ai jamais retesté après. ok. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est bien. On espère en tout cas que tu vas encore bien évoluer, que tu as un avenir bah, positif dans le powerlifting, enfin, que tu vas encore accomplir des trucs et que tu représenteras la ville de Nantes Mm. à l'international. Ouais, C'est juste ça, juste je vais ça. faire de mon mieux. Ok, donc là, en fait, on avait recueilli des questions via Instagram et puis aussi, parallèlement à ça, on avait préparé quelques questions. Là, j'ai une question devant moi qui me semble assez pertinente. C'est Mm. comment gagner de la force et perdre du gras en même temps? Sous-entendu, est-ce que c'est possible d'être dans une phase de perte de gras et continuer à prendre de la force? Euh,
Je dirais à la fois oui, en fait, parce qu'il n'y a pas il y a pas totalement d'incompatibilité. Après, c'est difficile, en fait, ça reste difficile à entamer une perte de poids tout en gardant une progression vraiment importante. Mais je dirais que ça dépend aussi du niveau de la personne, déjà à la base. Et, quel déficit aussi on va entamer s'il y a vraiment, si on doit vraiment, si on parle vraiment d'une grosse perte de poids, il y a un moment donné où la force pourra, enfin, ça va forcément venir entacher sur la force, ça c'est sûr et certain. Mais si c'est une petite perte de poids, en fait, au mieux, du coup, si on y va vraiment doucement et tranquillement, viser sur le long terme, ça va pas avoir d'impact, quoi. C'est là toute la problématique, de toute façon, dans les sports de force, de, en fait, quand on a besoin d'être dans une catégorie de poids, comment perdre du poids tout en vraiment conservant son énergie et sa force. Il faut vraiment y aller hyper progressivement et tranquillement, quoi. Mhm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, ça, comme tu le dis, ça dépend de plein de paramètres, du niveau de la personne et tout. Ça, je suis totalement d'accord. Je pense que ça impactera beaucoup plus une personne avancée qu'un débutant. Donc, Ouais. ouais, carrément. Mm, mm. Victor? Et moi, ce que j'aimerais apporter comme nuance, qui est un truc que j'avais un petit peu appris que je trouvais intéressant, c'est que c'est vrai qu'on a toujours en fait tendance à se dire hyper progressivité dans la perte de poids, ce qui n'est pas forcément du tout même une mauvaise chose, mais on sait que, on va dire, les adaptations métaboliques sont toujours proportionnelles au déficit total cumulé. Donc c'est-à-dire que je fasse moins 300 par jour pendant 3 mois ou que je fasse moins 600 par jour pendant moitié moins de temps, un mois et demi, et ben finalement, les adaptations métaboliques que j'aurais subies seront équivalentes. Après, la question, c'est dans quelle mesure chacun aura impacté mon entraînement. Mm. Certainement que si je fais sur, évidemment, 600 calories sur un mois et demi, ou pareil, ça c'est un exemple chiffré, mais ça pourrait être plus agressif que ça, et ben je vais le subir, le sentir à l'entraînement, je vais être moins fort, je vais moins performer, mais après, bah, j'aurais fini mon déficit, je pourrais revenir à la maintenance, à ma nouvelle maintenance calorique, pour maintenir le nouveau poids, celui que je veux atteindre, et je pourrais du coup bah, me réentraîner avec maintenance, ne plus subir les effets justement du déficit calorique. Donc ça peut être une stratégie aussi, de se dire pendant une certaine période de temps, je mets peut-être un focus un peu plus technique, je vais peut-être diminuer un petit peu mon intensité, jouer sur différents paramètres et axer un petit peu sur la perte de poids. C'est toujours une question de stratégie, même si j'apporte cette nuance. En réalité, moi-même, je serais quand même plus dans la pratique partisan de le faire assez progressivement, mais c'est parce que je suis un peu biaisé, j'ai peur de me voir sur du court terme, parce qu'il y a cet aspect émotionnel, j'ai peur sur du court terme de me voir me prendre une balle, sentir que les barres paraissent 2 fois plus lourdes et que tu as l'impression que tu peux plus rien faire. Même s'il faut quand même avoir ce truc en tête que très certainement, et ben, si je fais quelque chose de plus agressif, j'atteindrai plus vite le poids souhaité, je pourrai plus vite venir à maintenance. Et à maintenance, tout va bien, à condition évidemment que le poids auquel on est arrivé soit un poids qui est quand même tenable, qu'on n'ait pas 6% de taux de gras et qu'on soit vraiment affamé tout le temps, quoi. Donc Mhm. c'est la petite nuance que je rajouterais. Après, pour le cas du water cut Euh, aussi, je sais pas ce que vous en pensez, de comment dire, la stratégie du water cut, si vous l'avez déjà appliqué ou si vous êtes familier avec ça. euh, ouais, du coup, le watercut, enfin, moi, je l'ai jamais appliqué. Par contre, du coup, j'essaye de plus en plus de me renseigner dessus parce que je pense que ça peut être intéressant, mais c'est pareil, c'est assez controversé. Puis surtout, il n'y a pas encore, en France en tout cas, il n'y a pas encore énormément d'informations dessus, enfin, de véritables articles et tout. Euh, mais je pense que en fait, ça peut vite être dangereux si c'est mal exécuté. Il y a vraiment des vrais calculs à faire, quoi. Il ne faut pas du tout s'amuser à essayer de le faire au pif. Mais si c'est vraiment bien fait et si on sait d'avance que le corps réagit bien, en vrai, ça peut être tout bénef pour l'athlète, quoi. Bah, c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est toujours la question de comment le mettre en place. Comme on dit souvent, on va pas tester des nouvelles choses le jour de la compétition. C'est-à-dire que, Mhm. je sais pas, tu vas pas te dire, si tu fais de la FA, tu vas pas te dire, bon, bah là, je vais prendre un doigt de plus de largeur sur mon bench parce que je pense que mécaniquement, ça va m'avantager, pardon. Ça va être mieux. Bon, je faisais mon squat mid-bar, là, je vais faire du low bar parce que pareil, mécaniquement, ça pourrait m'avantager. Bah non, le jour de la compète, tu vas pas faire ça. Donc c'est vrai que pour la stratégie du water cut, il y a toujours cette incertitude de bon, bah,
à quel point ça va m'entamer, parce que c'est sur du très court terme, à quel point ça va me coûter et comment ça va me permettre de performer ou pas. Donc c'est vrai que ce que j'aurais tendance à dire, j'encouragerais les gens à l'essayer avant, Mm. à le mettre en place dans un bloc, à se faire à l'issue d'une fin de bloc, on va peut-être tester pas forcément des max, mais des singles RPE8, ou même pas forcément des singles, mais des intensités hautes sur des fourchettes de répétition assez basses, on va dire, et peut-être essayer de se challenger en se disant, bon, je me pèse, il faut que je sois dans la KT, et je mets en place le protocole du watercut, comme ça au moins si je me chie, je me chie à l'entraînement, et c'est quand même un Ouais. peu moins problématique, et je peux avoir du recul et savoir ce que je dois mettre en place par après. Mm. Ouais, si je peux réagir à ça, c'est que moi, je serais encore une fois d'accord avec toi. On le voit dans tous les cas. Et là, en plus, j'ai un exemple concret. Atlante, je pense que il nous écoute, qui l'a fait pour les premiers pas, donc du coup en street lifting, et qui l'a un peu foiré. Et ça corrobore exactement ce que tu as dit, c'est que c'était sa première fois. Et souvent, la première fois, les watercuts, c'est pas génial. Et après, moi, par contre, l'avis que j'ai dessus sera peut-être un peu plus, voilà, c'est que si on peut l'éviter, le watercut, faut quand même vachement faire attention à ça, même si voilà, hein, si c'est maîtrisé, etc., ça peut le faire, hein. Je pense qu'il faut vraiment que ce Hum, soit pour des cas spécifiques, quoi. Étant donné que la performance, exactement. Et j'allais y venir, c'est que si les enjeux en valent la peine, pourquoi pas. Mais Mm. si vous devez faire un watercut pour ne serait-ce que, je sais pas, la compétition de votre salle ou des trucs comme ça, évidemment, là, ça sera ridicule de la faire. Après, voilà, peut-être plus gérer son poids à l'année en hors saison pour pas se faire surprendre à l'approche d'une échéance. Moi, ça serait plutôt ma vision des choses. Le watercut, je le ferais pas faire à quelqu'un, quoi. Je le mettrais pas en place à des athlètes, en tout cas. C'est une stratégie dédiée aux avancées, de toute façon. J'en parlais Ouais. avant-hier avec un pote avec lequel je me suis entraîné. Il me disait qu'il y avait un gars de son club de force qui allait faire sa première compétition. Et c'était une compétition, je sais pas ce que c'était, mais c'était en gros un mec qui a pas un niveau de ouf, même un niveau voilà, correct, mais qui performera pas outre mesure. Et le gars, justement, il s'est astreint à se fixer une catégorie de poids dans laquelle il n'était pas de base. Donc le gars, il s'est retrouvé à devoir perdre 3-4 kilos assez rapidement. Je sais pas, je crois pas qu'il ait dû mettre en place un watercut, mais il s'est quand même du coup astreint à quand même une certaine rigueur sur la nutrition, alors que le gars n'était pas très gras de base, donc il n'avait pas une marge énorme sur une échelle de temps assez courte. Donc le gars a voulu vraiment se challenger alors qu'il n'était pas compétitif de base. Donc ça va être sa première compétition. Sa première compétition, et il veut essayer de se mettre dans une KT. Alors que pour moi, le but, c'est ta première compétition. Ce que tu dois viser, c'est le plus gros total possible. Donc évidemment, tu vas pas bouffer comme un ouf pour faire 15 kilos de plus le jour de la compétition et être dans une KT giga lourde. Et du coup, pouvoir faire un total encore un peu plus important. Mais tu arrives dans la KT, même si, je sais pas, je donnerai un exemple, tu fais allez, 83, 84 kilos, tu vas pas te dire, bon, je vais essayer d'aller en moins de 80 pour du street. Non, tu vas aller en 87, tu vois. Parce qu'au moins, tu seras à l'aise, tu te poses zéro question sur le moment de la Mm. pesée, parce que tu as une marge de ouf dans un sens et dans l'autre. Donc, tu es vraiment très serein là-dessus. Et tu arrives à ton poids de forme. En plus, pour le cas du street, où c'est vrai que être trop lourd, c'est pas hyper avantageux. Même pour de la force athlétique, la KT, c'est 83, 93. Et typiquement, même principe. Tu fais 87 kilos, mais même tu fais 87 kilos, tu as une marge de ouf vers le haut. Tu te dis, je vais pas être compétitif, mais tu t'en fous. Si c'est ta première compétition, tu seras pas compétitif dans tous les cas. Donc le but, c'est de, Mm. pour toi, faire le meilleur total possible. Donc tu vas pas commencer à te casser la tête, à essayer de faire, entre guillemets, comme les pros, alors que tu vas juste te chier et te Ouais. rajouter du stress, alors qu'il y a Et, tellement de trucs à penser. et ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que souvent, le watercut, c'est un peu une excuse ou un prétexte pour en fait, souvent La les mecs qui en fait, contre-performance. ouais, non, non, même pas ça, mais tu sais, les mecs se sous-évaluent au niveau de leur catégorie. Ah ouais. Ils veulent à tout prix d'être dans une catégorie qui est moindre parce que souvent les totals sont moins importants, etc.
Alors qu'en fait, le problème de fond, il n'est pas là. Le problème de fond, c'est comme tu l'as dit, c'est améliore déjà tes performances. C'est ça, t'es Et pas assez fort, de après, toute façon. exactement. Et en fait, et ça, on le retrouve même avec. Alors, ça, je trouve ça par contre ridicule. Des gens très très jeunes, par exemple en sub-junior, etc. Alors que souvent, les mecs, ils vont prendre peut-être 2 catégories de poids au cours de leur évolution et ils veulent se mettre dans des catégories hyper basses qui ne leur correspondent pas réellement. Parce qu'en fait, ils n'ont pas le niveau de leur caté réel. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est un truc qu'on retrouve régulièrement. Bah, de toute façon, je suis d'accord aussi. Et je pense qu'en plus, du coup, bah, comme vous avez dit, c'est que c'est hyper contre-productif déjà sur le moment de la compète parce qu'ils vont être fatigués, ça rajoute du stress. Même du coup, en plus, ils n'ont pas la vision long terme de la performance, quoi. Alors que si vraiment on veut avoir une vision long terme, il faut se dire, faut accepter que pendant un moment, on sera peut-être pas compétitif et performant plutôt que de vouloir se précipiter, en fait, absolument, quoi. Ouais, bien sûr. Moi, ça, de toute façon, le but, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire de remplir la caté dans laquelle t'es pas tout à Mm. fait, dans laquelle t'es à moitié, de vouloir la remplir, évidemment, pas comme un gros bois en te suralimentant et en faisant du gras à outrance, mais simplement en construisant du muscle petit à petit. C'est sûr que si t'es très sec, bah, peut-être prendre un petit peu de gras et venir construire donc les choses petit à petit, parce que de toute façon, tout se fait sur le long terme, surtout dans les Mm. sports de force. La prise de masse musculaire, c'est des adaptations qui ne se font pas. Instantanément. C'est pas comme développer les facultés cardiovasculaires, ça ou dans un sens comme dans l'autre, pour les gagner comme pour les perdre, ça va vite. La masse musculaire, c'est des adaptations qui réclament vraiment du temps pour qu'elles soient, entre guillemets, mises en place, enregistrées par le corps. Donc, on a fait plutôt bien le tour de cette Je question. trouve. Est-ce que Mm. tu veux faire une autre question, mon gros Marco, ou est-ce que je pars sur une question? Alors j'avais peut-être une question peut-être qui nécessiterait une réponse plutôt courte. Vas-y. Quels sont les meilleurs aliments pour les sportifs qui pratiquent la force, Hélène? Oh, c'est assez. Oui, oui, Enfin, je sais c'est pas si la général. réponse est courte, mais ouais, c'est hyper général. Pour moi, il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas un aliment en particulier qui va être mieux. C'est de toute façon, comme n'importe quel humain, sportif ou non, il faut manger de tout, j'ai envie de dire. Avoir voilà, les classiques 3 macronutriments, etc. Et en sport de force, c'est pareil. Après, du coup, forcément, ce qui est spécifique au sport de force, c'est d'essayer d'avoir vraiment suffisamment de protéines et de glucides aussi. Et pour le coup, peut-être un peu moins de lipides que dans d'autres sports, au niveau des proportions, quoi. Mais après, en termes d'aliments spécifiques, enfin, c'est la même chose, quoi. Est-ce qu'il y On Il n'y mange aurait... a de pas de tout source, il y a pas de source très supérieure par rapport à une autre, quoi. Bah ouais, c'est ça. Enfin, pour moi, en fait, c'est vraiment c'est par rapport à tout. Après, si, on pourrait rentrer vraiment dans la micronutrition, et du coup, là, on peut même parler de supplémentation, etc. Mais en termes d'aliments spécifiques, enfin, que tu fasses de l'endurance, de la force, ou que tu fasses aucun sport, ce sera les mêmes aliments. C'est plus au niveau de la quantité et de la Ouais, proportion que ça va vraiment modifier, quoi. Puis aussi Hmm, des temps dans la journée. Enfin, c'est plus par rapport à ça, quoi. ok. bien sûr. De toute façon, les gens cherchent souvent la recette magique, l'aliment miracle, parce que c'est vrai que c'est Mm. beaucoup plus simple. Mais, Tu te dis, bon, bah, mange, je sais pas, mange des tomates, tu vas devenir super fort. Ah putain, nickel, je vais au marché, je vais acheter plein de tomates et je vais devenir hyper balèze. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple que de te dire ce que tu as dit, mais qui est la réalité. C'est-à-dire, bah, ça dépend, c'est nuancé, il y a beaucoup plus de notions que simplement ouais, un c'est ça. aliment magique. C'est une question de proportion dans un contexte lié au cas de la personne, etc., etc., etc. Donc c'est tellement plus compliqué que de restreindre les choses à un aliment. Sans si on devait dire un aliment, bah, c'est comme tu as très justement dit, c'est les basiques, c'est d'avoir votre total calorique, Mm. de ne pas être tout le temps constamment en déficit, parce qu'en déficit, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes moins en forme, sauf si évidemment le contexte s'y prête, vous devez perdre du poids parce que vous êtes peut-être très en surpoids et du coup vous pouvez optimiser à ce niveau-là. Mais sinon, c'est l'optimal pour performer, bah, c'est d'être à maintenance calorique. Pour construire du muscle, avec un léger surplus calorique, c'est avantageux également. Pas des surplus caloriques colossaux, mais généralement des plus 200, 300, ça suffit très bien, 300 calories par jour.
Et après, consommer suffisamment de protéines, ça c'est les basiques aussi, dont on a parlé beaucoup, mais c'est hyper important dès qu'on parle de sport, développer la masse musculaire. Voilà, les basiques aussi, mais 1,6 à 2,2 grammes de prod par kilo de poids de corps, on l'a dit 100 000 fois, mais c'est hyper important. Donc tous les aliments qui contiennent des protéines sont intéressants. Pareil, ça, on va pas vous faire l'affront de vous les résumer, mais les aliments animaux, et comme on l'a vu la dernière fois avec Enzo, allez manger également du tofu, c'est pas cher et c'est très protéiné. Merci Enzo. Et les yaourts Lidl également, ça c'est moi qui vous l'ai dit. D'ailleurs, Comme j'ai attends, dit, mec, dis-moi. les yaourts Lidl, je suis allé à Lidl ce Ouais. week-end et j'ai voulu trouver tes fameux yaourts. Ouais. Et du coup, c'est quoi? C'est les skirs? C'est d'autres trucs? C'est pas Il les faudrait que je t'en... puddings protéinés ou un truc comme ça, là? Ouais, faudrait que je t'envoie une vidéo. Ils appellent ça Ouais. crème dessert. Ils appellent ça crème Ah, dessert. Et c'est vanille et chocolat. Et ça a le goût de danette. Ça a le même mais goût que de faut. la danette. Bah, envoie-moi ça après, là. Comme ça, Je j'irai t'enverrai, faire je un t'enverrai tour. une photo. Et, Ok. mais c'est parce que tout simplement aussi, on n'a pas dans tous les Lidl, point numéro Ah, un. ouais. Et parce que c'est un nouveau produit, tu vois. Et c'est comment dire, c'est acheter direct. Moi, comme je t'ai dit, quand j'y vais et que j'en vois, je prends la palette, je la pose sur le tapis de la caisse, de Le la caisse mec, de la... En fait, il prend un c'est diable. pour ça qu'il y en a C'est plus, du ça. coup. C'est pour C'est ça qu'il y en juste a que plus. c'est qui prend tout. Moi, j'ai un frigo qui est rempli de yaourts crème dessert Lidl, tu vois. Ouais. C'est- Un frigo, là. Ah putain, Euh, il bug un peu le vieux là. Ah la vache. Ouais. je bug là? Là, c'est bon, là, c'est mieux, c'est mieux. C'est bon? C'est bon. Ok. Faut pas que Ok, tu parles bon. trop, que Bah, tu bugs trop. ok, bah vas-y, je te laisse la parole pour la prochaine question, du coup. Vas-y, justement, ça rejoignait totalement ça. Ce dont on vient de parler, c'est quelle est l'importance des micronutriments dans la performance. C'est là, pour le coup, c'est très vaste. Ouais, c'est pareil, c'est aussi vaste, mais c'est vrai que c'est important, enfin, du coup, c'est important de le préciser parce que bah, je pense que au niveau macronutriments et vraiment atteindre son total, c'est des choses qui sont assez générales et que un peu tout le monde connaît, surtout quand on commence à faire du sport, tout le monde commence à s'y intéresser. Alors que pour le coup, la micronutrition, des fois, bah, on n'en parle pas assez, alors que bah, ça peut avoir vraiment un énorme impact, quoi, sur nos performances. Et du coup, la meilleure micronutrition, c'est ça la question en gros? Quelle est l'importance des micronutriments, précisément? Ok. Bah, du coup, ça va avoir déjà un effet sur ta récupération, mais on va dire plus spécifique que juste récupérer, voilà, manger des glucides pour récupérer, ça va être différent par rapport à ça. Mais c'est aussi, mais du coup, en fait, comme je disais tout à l'heure, comme n'importe quel humain, même pas sportif, de s'adapter aussi, par exemple, en fonction des saisons. C'est-à-dire que tous les aliments qu'on va consommer, bah, en gros, la nature, elle est bien faite, quoi, et tout ce qui est aliment de saison est adapté en fonction de nos besoins par rapport au moment présent. Il faut aussi, en tant que sportif, du coup, essayer de s'adapter à ça. Donc déjà, bah, essayer de manger de saison. C'est hyper classique, mais en fait, ça s'adapte aussi, quoi. Euh, voilà, niveau récupération, en tout cas, c'est ce que j'avais à dire. Et après, les micronutriments, du coup, là, les plus importants, nous, qui vont nous concerner principalement, c'est s'assurer bah, d'avoir suffisamment de calcium, magnésium, vitamine E aussi. En tout cas, ça va être les plus importants pour le coup, quoi. Ok, ouais. Mhm. De toute façon, ça, Ok. faut peut-être même aussi envisager des supplémentations, parce que c'est vrai que la supplémentation, c'est le truc un peu facile. Mm. Je sais plus alors la justesse de ce type d'information, mais je pense qu'il devait y avoir eu des études qui avaient comparé des personnes qui mangeaient une alimentation plus ou moins riche en végétaux, qui concrètement, ce qui contient le plus de micronutriments, même s'il y a des produits animaux qui contiennent aussi des micronutriments, c'est souvent beaucoup moins le cas que ce qu'on pense, ou alors c'est très centré sur certains types de micronutriments. Typiquement, bon, la Mm. viande rouge contient pas mal de fer, et c'est vrai qu'il y a certaines vitamines qui sont contenues dans la viande rouge, mais c'est pas mirobolant. Une partie est perdue via la cuisson. Donc, c'est pour ça que pour compter sur ces apports en micronutriments, il faut quand même axer principalement ça via comment dire, les aliments végétaux.
Et donc, des études qui avaient dû, je pense, comparer des alimentations assez riches en végétaux versus des alimentations plutôt faibles en végétaux. Évidemment, ceux qui consommaient donc beaucoup de végétaux étaient moins carencés, avaient sur les prises de sang et les différents marqueurs de santé des meilleurs résultats, mais ils restaient potentiellement pas, je pense, parfaitement aux normes, surtout. Je me rappelle plus exactement, hein, c'est un peu flou ce que je vais vous dire. D'où, en gros, l'importance de potentiellement se supplémenter avec des multivitamines malgré tout, même si, je nuance à nouveau, la supplémentation via des multivitamines peut être toujours un peu délicate parce qu'il faut trouver un multivitamine qui va être de qualité. Il faut se dire que les vitamines, c'est pas juste les vitamines brutes, c'est-à-dire l'élément, c'est toujours une molécule qui est reliée à autre chose en gros. C'est des transporteurs. Donc typiquement, bah, c'est pour ça qu'il y a des formes de micronutriments qui peuvent vous donner la diarrhée, qui peuvent être justement bah, mal assimilés, qui vont donc, bah, être très rapidement éliminés. Et c'est parce que justement, c'est des mauvaises formes. Typiquement, je sais pas, oxyde de magnésium, oxyde de zinc, toutes ces formes-là, c'est des formes qui sont très mal assimilées. Donc, si vous les voyez dans les compléments, il ne faudra pas compter dessus pour vos apports. Ce ne sera pas terrible, terrible. Par contre, si vous voulez faire une perte de poids rapide, ça peut être une stratégie. Ça, alors, on parle du water cut, mais la perte de poids efficace et rapide avec de l'oxyde de magnésium, on en parle moins. Typiquement, le Par magnésium contre, je pense marin, qu'après, pour faire un petit soulevé de terre, ça risque d'être compliqué aussi, quoi. bah, alors voilà, non mais c'est un protocole à réfléchir. C'est un protocole à réfléchir. Il faut avoir une juste distance avec le jour de compétition. Je ne sais pas comment mettre ça en place, mais ça peut se réfléchir. Puis pareil, il ne faut pas arriver full déshydraté. Bon bref, c'est un truc à réfléchir. Il y a peut-être un projet à faire là-dessus. Les gens n'y ont pas suffisamment Et, réfléchi. et justement, on parle de complémentation. J'ai une question. Est-ce que la créatine a-t-elle un réel bénéfice pour la force? Je l'attendais celle-là. Euh, Enfin, oui, elle en a un, mais encore une fois, c'est à nuancer parce qu'en fait, c'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que tu as des personnes qui vont très bien réagir, mais tu as des personnes sur qui c'est pas le cas. Et même au niveau des études, de toute façon, il faut savoir que les études en fait sur les compléments alimentaires, c'est complexe à faire dans le sens où donc tu as la théorie en fait scientifique, mais si on écoute la théorie, du coup, il faudrait prendre tout un tas de compléments. Donc c'est pas forcément à faire. Ou alors sinon les études elles vont être faites du coup sur des marges de progression par rapport à voilà, on va comparer 100 athlètes qui prennent de la créatine, 100 qui en prennent pas. Vu qu'on évolue dans tous les cas, même ça en fait c'est difficile à dire. Donc après dans la Hmm. théorie en tout cas il y a clairement un bénéfice. Mais encore faut-il que ce soit aussi de la qualité, hein. Ça c'est clair. Et donc dans la théorie, en tout cas, elle est censée être bien, mais il y a des personnes aussi qui ne peuvent pas forcément sentir l'effet. Et si on, franchement, si on vraiment on mange bien, comme on dit, on a suffisamment de protéines, ça va pas forcément. En fait, il faut voir vraiment aussi le rapport bénéfice, quoi. Si tu achètes. En Ouais, fait, faut sur pas jeter son argent l'investissement. à la poubelle, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Mm. Et puis, ouais, Marco, c'est un gourou de la créatine. Parce que lui, ça lui donne des effets. C'est genre le mec est surpuissant avec la créatine. C'est ça qui nous ah a pas bah, dit. Super Saiyan Blue, mon gars. Ultra Mais ça instinct. reste quand même le complément alimentaire le plus étudié ou sur lequel il y a vraiment le plus d'effets bénéfiques prouvés, quoi. Ouais. Et puis, il y a des effets bénéfiques aussi au niveau comment, enfin, du cerveau, tout simplement. Ouais, Je sur pas crois que mal tu de avais choses. vu ça sur l'hydratation au niveau du cerveau, etc. Il y avait même des trucs sur Parkinson, je crois, enfin des effets positifs sur ça, sur Alzheimer, etc., que ça pouvait protéger dans une certaine mesure de maladies dégénératrices du système nerveux. Je crois que c'est ce que Ok. j'avais. Ouais. Si, si, ouais, Donc ça me parle aussi, ouais. 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 Donc c'est des trucs qui sont un peu différents de ce qu'on a l'habitude d'entendre. En tout cas, moi, c'est vrai ce que tu disais, Hélène, c'est que ça va être difficilement quantifiable sur les effets réels. Après, c'est aussi comme tu dis, je pense que par exemple, un débutant sentira peut-être moins les effets qu'un confirmé, parce qu'il aura une marge de progression qui sera tellement énorme que ça pourra pas être forcément lié à la Attribuable, ouais. créatine.
Ouais, Ouais. c'est ça. Et puis, en ce qui me concerne, moi, je sais que s'il y a un effet positif, je le sens. J'ai déjà fait le test de, par exemple, enlever pendant 2, 3 semaines, et je sens quand même que les performances, enfin, ou tout du moins le ressenti est différent. Et quand je les réintègre, j'ai un coup de boost, on va dire, au niveau du système nerveux. Je sais pas, toi, Victor, si t'en prends. Bah, alors moi, à chaque fois, tu me fais une pub magnifique comme tu viens de me faire, et j'ai l'impression que je suis un téléachat. Je me dis, putain, je vais prendre de la créatine, mes pertes vont exploser. Et à chaque fois, je prends de la créatine, putain, il se passe rien du tout, quoi. Ça fait, Mais mais de tu toute prends à façon, ça quel fait. dosage aussi? Mais moi, j'ai testé tous les dosages. Alors, le dosage recommandé, c'est 5 grammes par jour. Il y a toujours Oui. l'histoire là, de la phase de charge. Ça a été, comment dire, critiqué. Ça a été finalement un peu démenti. Finalement, on me disait que c'était intéressant. Bref, on s'en bat les couilles. La moyenne, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 5 grammes par jour. La prendre pendant suffisamment de temps parce que le but, c'est en fait de réussir à remplir les stocks de créatine. Parce que justement, la phase de charge servait théoriquement à Ouais, ça, ouais. c'est réussir à saturer les stocks en créatine au niveau des muscles, tout simplement. Et pour ça, bah, justement, il fallait avoir une phase donc, avec plus que 5 grammes, genre il disait 20 grammes, etc. Bref, on s'en fout. Moi, j'ai testé toutes les doses. J'ai pris des 20 grammes pendant je sais pas combien de 50 grammes. semaines. J'ai pris, mais je sais plus, mais c'est parce qu'en fait, à un moment, j'avais trouvé un truc, c'était incroyable. J'avais acheté ça sans faire exprès. À la base, je prenais sous forme de gélule et Ah oui, tu m'as dit. Ah oui. j'avais pris exactement la même marque et le même pot, mais en fait, c'était des capsules. Sauf que les capsules, quand tu les croquais, c'était des cachetons, et ben en fait, ça avait un petit goût sucré. Et du coup, moi, putain, j'en prenais plein, c'était super bon. Je les prenais, mais comme des haribots, tu vois, le truc. Putain, c'était terrible. Du coup, franchement, je comptais pas, mais j'en prenais 15-20 grammes par jour pendant longtemps comme ça, parce que je trouvais ça super bon. Et après, finalement, bah, j'avais pu retrouver cette forme-là, donc j'en avais pu racheter. J'avais senti zéro différence. Là, tu m'en avais reparlé il y a quelques temps, je sais plus quand. Putain, j'ai racheté de la créatine. Si j'en prends, ça me fait rien du tout. Donc là, j'en prends plus trop parce Ah que je suis ouais. moins régulier dessus, du coup. Je me dis, ça sert à rien. Mais globalement, tout ce que on vient de dire, c'est le truc qui est le plus étudié, c'est le truc qui, sur le papier, est le plus fiable. Si vous voulez dépenser votre argent dans quelque chose, pour le coup, bah, faites-le là-dessus. Achetez pas des BCAA, achetez pas, je sais pas, d'autres trucs qui sont inutiles, qui ne viennent pas forcément à l'esprit, genre du Du Tribulus, tribulus. voilà, putain, excellent, waouh, la connexion de ouf. Puis je sais pas, il y a d'autres trucs, mais en fait, il y a tellement de choses. Moi, ça fait tellement longtemps qu'on a vu passer toutes ces conneries que, vu que c'est tellement de la merde, ça nous est sorti de l'esprit, mais j'ai plus en tête. Mais typiquement, voilà, si vous voulez dépenser de l'argent, vous pouvez en prendre pour la créatine. C'est un complément qui reste quand même relativement bon marché, c'est pas très très cher. Faut Mm. privilégier monohydrate de créatine. C'est la forme la plus testée, la forme la moins chère en plus, je pense, de mémoire, Ouais, et c'est ça. celle Avec qui montre le, les meilleurs résultats, quoi. ouais, le label Créapure aussi, ouais. C'est un gage de Ouais, qualité. voilà, c'est ça. Donc, pas trop se prendre la tête là-dessus. Vous pouvez essayer. Après, c'est toujours difficile, comme vous avez dit, d'établir, comment dire, les bénéfices. Mais d'un point de vue sur le papier, d'un point de vue scientifique, la créatine, c'est le substrat prioritaire qui est utilisé pour resynthétiser l'ATP dans les efforts courts et intenses. Donc, on est pile poil dans ça quand on fait de la force. Donc, c'est vrai que moi, sur Mm. le papier, j'aurais eu tendance à dire, tu sais, on en a déjà parlé de ça. Tu as les mecs qui sont un peu, enfin, c'est toujours un continuum, mais tu as les mecs qui sont vraiment faits pour la force. T'as des mecs qui sont vraiment faits pour l'endurance. Après, c'est un continuum, t'as des entre-deux, évidemment. Et du coup, j'aurais tendance à me dire, sur le papier, bon, bah, les mecs qui sont faits naturellement pour la force, ils le sont parce qu'ils ont une proportion de fibres de type 2 plus importante. Il y a d'autres choses, certainement, les leviers avantageux, etc., etc., etc. Et du coup, je me dis, putain, mais si ces gens-là, ils prennent de la créatine, c'est eux qui devraient le plus en bénéficier. Et pourtant, putain, moi, j'en prends. Je me considère comme quelqu'un qui est quand même plutôt doué, plus, même, c'est certain, plus pour la force, que quand je cours 3 km, j'ai l'impression que je vais mourir. Et ben, a priori, je suis quand même plus doué pour la force. Ou alors, je suis un énorme gros lard et en fait, je suis fait pour rien. Ouais, ah bah je confirme. C'est peut-être ça, tu vois aussi. C'est peut-être mal interprété. Et pourtant, putain, ça me fait rien du tout. Mais bref, ça, c'est ma déception absolue. On le sent dans mon ton que je Mais, suis. On sent mais l'amertume. peut-être que justement, par rapport à ce que je dis, c'est peut-être l'inverse, tu vois. Et que justement, peut-être qu'il y a une Ah, adhésion genre, pour la force, parce que naturellement, tu crées déjà suffisamment de créatine et que du coup, ça ne te sert à rien d'en avoir en plus. et ben, ce Ça serait peut être une carrément piste, plausible parce c'est que. pas Non, vraiment mais c'est pas con. scientifique parce que je sais pas, mais Oui, oui. ça paraît possible. Ah bah c'est carrément plausible parce que c'est vrai que tu me dis ça, mais avec Marco qui lui est plutôt un vrai enduroman, même s'il s'obstine à essayer de vouloir soulever des trucs lourds,
Bon, voilà, ça se passe plus ou moins bien. Mais c'est un mec qui est fait pour l'endurance à la base, le bon vieux Marco, quand même. Il nous le dit pas, mais il le sait. Non, pas forcément. Mets-toi à la course à pied, gros. Mets-toi à la course à pied, arrête tes conneries, va faire des semi-marathons et tu vas être super fort, gros. Tu vas être Ah super bah fort. oui, forcément, oui. Un mec Je te, d'un mètre 88, faire je du te fais une marathon. prépa, je te ferai une prépa semi-marathon, gros, tu vas exploser. Je te jure, tu me laisses 4 ans, t'es au JO, frère. Je te jure. 5 Ok, ans, du coup. vas-y, let's go. Let's go, j'arrête les sports de force. Excellent. Alors, une autre question, Marcos, à toi. Si t'as un truc Ouais, qui te vient. moi j'ai une question qui est intéressante sur la gestion de l'inflammation et les Ah, leviers qu'on pourrait avoir avec l'alimentation. Mm. Il me semble que je l'avais vu passer en plus celle-ci, mais c'est une question pour le coup qui est intéressante et qui est assez large dans le sens où de quel genre d'inflammation on parle aussi. Il y en a différentes. Est-ce qu'on parle sur du coup articulaire, musculaire ou plus au niveau digestif? Bon, après, tout peut être à peu près lié. Ouais. Mais en tout cas, il est clair que ça peut être lié à l'alimentation. Et pour essayer d'y répondre de façon générale, on va dire, il y a un peu deux types, enfin, on peut classer les aliments en deux types, soit les pro-inflammatoires ou les anti-inflammatoires, quoi, en gros, c'est ça. Donc pro-inflammatoire, ça va être déjà tout ce qui est alimentation transformée euh, ou, euh, ou tout ce qui contient des radicaux libres ou tout ce qui est lipides, gras, gras insaturés, etc. Donc ça serait plutôt à éviter, ou même tout ce qui est charcuterie, ou enfin ce genre de choses en fait. Même la viande en général, après, bon, ça c'est encore un autre sujet qui pourrait être intéressant à développer sur la consommation de la viande. Est-ce que, il faudrait la diminuer ou pas dans certains cas? Il y a aussi sur les produits laitiers, bon, surtout les produits laitiers qui vont être transformés aussi encore plus. Et du coup, c'est de privilégier une alimentation pour le coup anti-inflammatoire. Et comme je disais tout à l'heure, ça rejoint de toute façon un petit peu au niveau de la micronutrition, d'avoir vraiment une alimentation la plus riche possible en termes de vitamines et minéraux. Et, euh, et c'est ce qui aura de mieux en tout cas, pour répondre en termes généraux, quoi. Mhm. Ok. Toi, d'ailleurs, Victor, tu as une alimentation basifiante. oh putain, je chiale, cet enculé. En plus, Le mec, il prend des palettes de yaourt Lidl. Mais en plus, j'avais une question sur ça, justement, sur basifiant, acidifiant et tout. C'est pour ça que ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire. C'est pas lié à ça, C'est un mais peu lié en plus, hein. oui, 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 sur l'aspect inflammatoire. Bah, après, il faut se dire aussi que, en fait, comment dire, en fait, on a tendance à énormément attaquer l'aspect inflammatoire, mais il faut différencier plusieurs trucs. Il faut se dire que quand on fait un effort dont on recherche auquel, enfin, qui est censé créer une adaptation, l'adaptation, elle n'arrive pas par magie. Elle arrive parce qu'on a créé un certain niveau de traumatisme, entre gros guillemets, et pour une synthétisation vraiment la plus, enfin, comment dire, la simplification la plus extrême possible. On crée des dommages, le corps répare les dommages et se renforce. C'est même pas vrai, mais c'est pour faire le truc le plus simple possible. Et en gros, bah, il y a une certaine inflammation locale au niveau des tissus musculaires et également un petit peu tendineux, articulaire, etc. Et cette inflammation, elle n'est pas nécessairement mauvaise dans l'absolu. Et même quand on se fait mal, quand on se fait mal, il y a un processus inflammatoire qui est mis en place. Et l'inflammation, il faut se dire que c'est pas nécessairement dans ce cas-là, quand on parle d'inflammation liée à l'entraînement, que ce soit dont on requiert des adaptations, dès qu'on s'entraîne, on va créer de l'inflammation, on va surcompenser, on va avoir des adaptations. Et après, si on a mal, et ben, il va aussi avoir un niveau d'inflammation qui sera certainement plus important, mais prendre des anti-inflammatoires sera contre-productif à ce niveau-là parce que l'inflammation, c'est pas vraiment le problème, c'est plus la solution. C'est la solution parce que c'est une stratégie mise en place par le corps, c'est une réponse du système immunitaire pour venir justement, c'est lié à un amas de cellules du système immunitaire qui crée donc cette réaction d'inflammation parce que tout simplement, elles viennent nettoyer les tissus nécrosés, réparer,
remplacer les cellules, etc., etc., et prendre des anti-inflammatoires, et ben, ça va nuire justement à ce phénomène d'inflammation qui est pour le coup un phénomène normal de l'immunité qui permet de récupérer. Après, il faut différencier donc l'inflammation qui va être chronique versus une inflammation qui sera plus entre guillemets ponctuelle, on va dire, enfin transitoire. Voilà. Donc, comme ce qu'on fait via l'entraînement. L'entraînement, bah, comme j'ai dit, c'est sans cesse du destruction, reconstruction, donc inflammation, récupération, surcompensation, etc. Et donc, quand on se blesse, bah, c'est un peu le même principe. Il faut voir si l'inflammation finit par se chroniciser, qui finit par durer dans le temps. Après, même si en vrai, on se rend compte qu'on revient de plus en plus là-dessus, parce que quand on a des douleurs qui durent de plus en plus dans le temps, on a tendance à se dire qu'il y a toujours l'inflammation et que c'est pour ça qu'on continue à avoir mal et que du coup, bah, l'inflammation, justement, est longue. Alors qu'en réalité, c'est assez peu souvent le cas. C'est plus lié à une activation des récepteurs à la douleur au niveau local qui perdure, en fait. Parce qu'il y a aussi possibilité Ouais. qu'il y ait une inflammation, mais pas de douleur. Et des douleurs et pas d'inflammation. Donc c'est pour ça qu'après, ça, c'est des trucs qui sont assez compliqués à gérer. Tout le système de la douleur est assez compliqué à gérer. C'est vraiment du cas par cas. Mais en gros, c'est pour dire, faut différencier quand on parle d'alimentation de l'inflammation, comme on le dit au sens général. Et après, l'inflammation au niveau bah, potentiellement des parois du système digestif, parce qu'on a peut-être consommé des aliments qui ne nous conviennent pas particulièrement, peut-être parce qu'on a une santé globale liée à un contexte plus général, mais qui est vraiment très, très comment dire, étudié par personne. On ne peut pas faire des grosses généralités comme on l'a beaucoup fait avec le gluten, ce genre de choses, en disant le gluten est pro-inflammatoire, il va rendre l'intestin poreux et donc augmenter bah, la perméabilité intestinale, et ce qui va entraîner toute une cascade de problèmes. Ce qui, sur le plan théorique, se tient très bien, mais ce qui, dans les faits, n'est pas du tout généralisable. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment voir les choses au cas par cas, et que le sujet de l'inflammation est un peu compliqué. Mais il faut se dire que voilà, ce que tu as donné comme conseil, bah, c'est des conseils qui sont très bons et qu'en général, on peut suivre largement. Mangez pas une alimentation ultra transformée, mais systématique, de manière très fréquente. Vous pouvez manger de temps en temps des produits transformés. Mais globalement, les recommandations en fait, qui sont faites sont plutôt bonnes hein, par les autorités de santé. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est 150 grammes de viande transformée par semaine. Donc c'est assez peu parce que la viande transformée, ça inclut, bah, par exemple, si tu prends du jambon Herta, c'est de la viande transformée. Donc évidemment, après, si tu prends comment on appelle ça, de la charcuterie, c'est de la viande transformée. Même la viande hachée, les steaks hachés, c'est de la viande transformée. Donc ça, bah, évidemment, de ne pas en abuser, c'est important. C'est corrélé avec un plus gros risque du cancer au niveau du système tube digestif, cancer du côlon, etc. Pareil pour la viande hachée, bah, c'est pas mal corrélé, la viande rouge en général, avec une plus forte mortalité cardiovasculaire, ce genre de problème. La consommation de graisses saturées en général. Donc après, ces recommandations, elles sont classiques, mais elles sont hyper importantes à avoir en tête. Et c'est vrai que quand on parle de santé, pour beaucoup de gens qui nous écoutent, qui peuvent être un peu jeunes, eh ben, ça peut les faire rire parce qu'ils se disent, moi, je m'en bats les couilles. Et c'est vrai que c'est compréhensible. Sauf que c'est ce qu'on avait déjà dit une fois, c'est si tu es pas en bonne santé et que tu t'en rends peut-être pas forcément compte, simplement tu te lèves tous les matins, tu te sens fatigué, tu comprends pas pourquoi, bah, c'est peut-être parce que faut optimiser à ce niveau-là. Et souvent, les gens qui opèrent une transition vers une alimentation moins transformée, bah, ils sentent la différence et ils disent putain, bah, en fait, c'est ça le potentiel entre guillemets de mon corps. J'avais un niveau d'énergie que j'avais pas exploité et qui finalement est énorme. C'est ça. C'est pour ça, après, T'as bien résumé. donc alors après, Marco, est-ce que tu as eu une autre question très Ah oui, intéressante? oui, j'en ai plein d'autres, Ah moi. oui. Ouais. Tiens, une question peut-être un peu différente, un peu plus spécifique au street lifting. Alors, c'est quoi la question? Prise de masse, baisse des performances au tirage, point d'interrogation. Prise de muscle pour plus de force, point d'interrogation. Donc là, peut-être qu'on peut répondre de manière assez brève. C'est que effectivement, la prise de masse, elle va vous impacter directement, surtout sur le muscle-up. C'est le premier mouvement où ça va être impacté. Dans une certaine mesure, les tractions également. Et les dips, c'est un peu moins. Et le squat, ça va être bénéfique pour le squat. Dans la plupart du temps, à part si c'est vraiment une prise de masse dégueulasse qui va servir à que dalle et qui va même diminuer votre état de santé.
et du coup de récupération, etc. Mais dans tous les cas, le tirage, effectivement, il va être impacté par la prise de poids rapide. Après, si c'est une prise de poids qui est beaucoup plus lente, bah là, ça va sûrement être l'inverse. Du coup, ça sera qualitatif. La prise de masse, enfin la prise de muscle, excusez-moi, sera priorisée. Et là, du coup, il y aura une augmentation sûrement des performances. Donc, encore une fois, à dissocier. Mais ouais, la prise de masse, en gros, positif pour les poussées et délétère pour les tirages. C'est très bien résumé. Ouais, assez d'accord aussi. Puis c'est vrai que ça dépend, mais je pense que ça dépend aussi déjà de la personne où elle part, quoi. Si on parle d'une prise Voilà. de masse de quelqu'un qui de base a très peu de masse musculaire, dans tous les cas, je pense que ça va être bénéfique. Encore faut-il, ouais, faut pas que ce soit non plus trop rapide. Et voilà, il faut que ce soit une prise de masse vraiment musculaire, mais pas une prise de masse avec plus de gras que de muscle, quoi. Sinon, ça n'aura pas du tout d'effet bénéfique, en tout cas. Bah oui, c'est ça, ouais. Si c'est un mec qui a une grosse marge de progression, un ado qui a 14 ans, bam, il a son pic de testo, mais le mec, il est tout fin, il commence à s'entraîner. Bon, bah, il passe de 55 kilos à 70, il fera quand même plus de traction, il aura quand même un plus gros RM, Mm. parce qu'il était tellement pourri au début que la progression sera quand même très nette. Mm, c'est ça. Toi, tu avais des questions, Victor? Bah alors j'avais une question qui rejoint un petit peu celle que ce qu'on avait vu avec Enzo justement. C'est un avis sur le végétalisme. Enfin, un avis. J'imagine, je pense que c'est un avis, c'est de la merde. Non, donc, je pense je pense pas qu'il demandait un avis, mais peut-être une façon d'optimiser quand tu es végétalien, ce que ça peut impliquer. Et végétalien, donc là, la question c'est végétalien. Et après, on peut peut-être aussi parler de végétarien et expliquer un peu les différences entre les deux. Bah, enfin, je pense que je vais même commencer par ça plutôt. C'est que déjà, végétarien en soi, en fait, si végétarien, tu manges des œufs, des produits laitiers, on va dire tous les jours, ça change franchement pratiquement rien. Faut savoir que déjà, la meilleure protéine, enfin, la protéine la plus complète, c'est l'œuf. Genre, c'est un peu la protéine parfaite, entre guillemets, qui contient vraiment tous les acides aminés, tout ce qu'il faut en plus. Enfin, c'est vraiment la plus riche en tout, quoi. Encore faut-il bien la digérer, etc. Bon, après, ça, c'est d'autres problématiques. Mais en soi, du coup, pour moi, végétarien, ben, en fait, s'il y a ça, du coup, ça va pas changer grand-chose. Végétalien, par contre, là, ça commence à être un peu plus complexe. Il faut vraiment s'assurer, en fait, d'avoir ben, des assiettes complètes, euh, d'avoir toujours ce mélange, du coup, entre des légumes secs, donc légumineuses, plus des fibres, en gros, donc on va dire, enfin, avec un mélange d'amidon, quoi, pour faire simple. Parce que si c'est par exemple faire les légumineuses, en fait, c'est quelque chose qu'on sait déjà qui sont riches en protéines, mais si on mange les légumineuses toutes seules, le profil acide aminé, il n'est pas aussi complet qu'un morceau de poulet, quoi, par exemple. Donc il faut tout le temps essayer de le combiner Mm. avec une autre source à côté, du coup, de céréales, en fait. Donc du riz, du quinoa, peu importe. Et du coup, dans le cas aussi d'un régime végétalien, il y a un complément alimentaire qui est vraiment indispensable, obligatoire, c'est la B12 parce que ben, on n'en trouve que dans les produits animaliers, on n'en trouve vraiment nulle part ailleurs. Et si on manque de ça, déjà on s'en rend pas compte tout de suite, et pour le coup ça a vraiment des conséquences hyper graves sur la santé, quoi. Ouais, bien sûr. Ok, donc ouais, j'avais une question, c'était quel complément pour les végétariens? Bah, t'as répondu quoi. B12 en priorité, est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Bah, du coup en plus là c'est végétarien, donc j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu la même Ouais, chose. c'est. Ouais. Et du coup on va reparler un peu de la créatine, mais c'est pareil, les végétariens vont avoir tendance à peut-être en avoir plus besoin du coup. Parce que voilà, après les acides aminés vont être, il y en a moins en fait. Et surtout, ils sont pas assimilés de la même manière. Donc, ça va être important d'avoir un complément en plus. Et encore, ça, tout dépend des personnes. Mais je conseillerais aussi, moi, à tous les végétariens, mais même à n'importe qui, de toute façon, de vraiment, en fait, faire des bilans sanguins pour s'assurer, en fait, que bah, tout est en ordre par rapport à ça. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra vraiment le savoir, quoi. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est important parce que tout à l'heure, j'ai parlé de supplémentation, mais j'ai totalement oublié, et ça, tu fais bien de le dire.
Mais faut pas tout le temps essayer de comment dire, s'inventer apprenti sorcier. Le meilleur moyen de savoir si tu as besoin de quelque chose, bah, c'est de faire simplement une prise de sang où tu mesures justement les différents micronutriments. Mm. Et là, tu seras fixé. Si tu as comment dire, certains symptômes et que tu essaies tout le temps de t'auto-diagnostiquer, bah, c'est un bon moyen de devenir comment dire, un peu matrixé sur ça et de t'inventer un petit peu bah, Ouais. justement plein de problématiques. Alors qu'au moins, avec un truc objectif, même si ça peut toujours être un peu critiquable dans une certaine mesure, globalement, enfin, faut pas trop se prendre la tête. Avec une prise de sang, on sera quand même fixé sur pas mal de trucs. Après, c'est vrai que sur Surtout l'aspect que végétalien, oui. du coup, bah, genre, pour revenir aux symptômes, en fait, la plupart du temps, quand on manque de quelque chose, par exemple, quand je sais pas, on manque de magnésium ou de fer ou de vitamine C ou de vitamine D, bah, ça va être pratiquement les mêmes symptômes, quoi. Du coup, c'est hyper compliqué de savoir, de savoir de Mm. quoi on manque. Puis ça va vraiment dépendre des Ouais. personnes. Il y a des facteurs vraiment génétiques sur l'assimilation de certains micronutriments par rapport à d'autres, quoi. Ah, c'est ça après qui renvoie le truc très très difficile. Et c'est là, c'est ce que je sous-entendais quand je disais justement que bah, parfois une prise de sang peut être pas suffisante. Mm. Parce que bah ok, tu peux te dire je suis carencé en ça, il faut que j'en prenne. En fait, tu sais pas dans quelle mesure il faut que tu en prennes parce que en effet, tu peux avoir certains polymorphismes génétiques qui font que bah, tu vas beaucoup moins bien assimiler ou tu auras tout simplement besoin de beaucoup plus d'un certain micronutriment. Et là, bah, ça rend le truc beaucoup Mm. plus difficile. Après, il y a toujours la stratégie de comment dire, de l'essai-échec. Tu tentes différents dosages, tu vois comment tu y réponds. Mm. Après, il faut pas, comme j'ai dit, voilà, faire n'importe quoi. La micronutrition, c'est compliqué. Globalement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a deux grandes catégories, deux grandes familles de vitamines, vitamines hydrosolubles et vitamines liposolubles. Et les vitamines hydrosolubles ont un seuil de toxicité qui est beaucoup plus faible. Donc, si vous voulez faire les apprentis sorciers et tester des surdosages sur un certain type de vitamines, bah, faites-le déjà sur les vitamines hydrosolubles, pour pas faire les dingueries. Mm. Après, pour les liposolubles, bah, typiquement, c'est ADEK. Donc, la vitamine A en très grande dose, c'est toxique pour le foie. La vitamine D en très grande dose, bon, en vrai, c'est un peu difficile de surdoser, mais pareil, il faut faire attention. C'est la vitamine D, on en parle pas mal. On parle pas mal de la supplémentation avec, par exemple, les ampoules. Les ampoules de vitamine D, bon, bah, c'est un peu moins efficace, même si c'est vrai que l'argument de c'est un peu moins efficace, c'est que tu prends une très grande dose à un instant T et c'est censé te faire tes stocks pour longtemps, ce qui sur le papier Ouais. est assez le cas, parce que de toute façon, à la base, les Européens, les Caucasiens font leur stock de vitamine D à l'été, en fait. Parce que justement, si on arrive à survivre sans s'exposer au soleil pendant toutes les périodes où bah, justement l'indice UV est faible et qu'on survit depuis des générations, bah, c'est qu'il y a quand même une raison, c'est qu'on est quand même un peu adapté à ça. Même si, c'est pas parce qu'on survit, il y a toujours, comment dire, la dose minimale effective, celle dont on a Mm. besoin pour survivre, et il y a celle dont on a besoin pour être bien, en gros, Ouais, voilà, pour être vraiment bien. optimal. Voilà, c'est ça, la dose optimale. Et après, il y a la surdose. Et donc, c'est vrai que cet argument, il est quand même à nuancer. Mais bon, globalement, on est quand même sur ce fonctionnement de, normalement, on fait nos stocks sur des gros dosages à un instant T. Donc, les ampoules, c'est pas optimal, mais c'est un peu le même principe. C'est mieux de prendre quand même, du coup, des faibles dosages. Je sais plus, j'ai plus les recommandations, mais des trucs assez faibles, quoi. 800 unités internationales par jour. Normalement, avec ça, vous risquez pas de faire les dingueries. C'est vraiment pas des doses très, très fortes. Donc, pareil, c'est un antioxydant très, très, très fort. Et donc, en fait, surdoser la vitamine E, eh ben, ça va poser souci tout simplement pour l'aspect prévention des cancers. Il faut se dire qu'en fait, pareil, on dit antioxydant, oxydant, un truc c'est bien, un truc c'est pas bien, c'est faux. Si justement tu consommes énormément, énormément d'antioxydants, ça va poser souci pour plusieurs choses. Deux grands trucs que je dirais. Le truc premier qui va intéresser le plus de monde, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu prends des antioxydants, tu vas diminuer de manière importante les phénomènes oxydatifs qui sont liés aux adaptations que tu recherches via l'entraînement. Si tu prends trop d'antioxydants, tu vas diminuer ce que tu vas comment dire, euh, obtenir en gros de tes entraînements. Tu vas diminuer les adaptations. Donc c'est pas très intéressant. C'est pour ça qu'il faut éviter les surdosages. Et en plus, si tu surdoses en antioxydants, eh ben, tu vas aussi justement t'exposer plus à un certain risque de cancer, puisque tout simplement les phénomènes oxydatifs permettent l'apoptose, c'est-à-dire la mort des cellules cancéreuses, enfin les cellules en général, mais en particulier donc des cellules cancéreuses, c'est ça qui nous intéresse le plus, des cellules qui peuvent devenir dégénératives et donc donner lieu à des mélanomes, des cancers, etc., etc.
Donc c'est pour ça que, pareil, il faut éviter les surdosages en vitamine E. Et après, la vitamine K, bah là, pour le coup, c'est la vitamine où, de mémoire, même pour des enfants très jeunes, ça avait testé des dosages très, 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 très forts. Et là, pour le coup, même si c'est une vitamine liposoluble, c'est celle qui a un seuil de toxicité qui n'est pas établi. Et donc, en gros, ça peut être un peu free. La vitamine K, elle est liée justement avec le métabolisme du Ouais. calcium. Mais bon, globalement, Et pas, ça, pas d'intérêt. moi qui ai un enfant, ouais, elle est systématiquement proposée, je pense des fois un peu abusément. Moi, je sais Ouais, que mon fils, justement, il supportait pas la vitamine K, il faisait des rougeurs, il faisait des plaques ok. sur la peau, il supportait pas ça. Donc, mais après, Ok, ouais, ok. c'est comme. Ouais. Ah, c'est possible. Après, à voir aussi via quoi c'était apporté, la qualité, si c'était un supplément, je Ouais. sais pas. Bah, Voilà, c'était après, des ampoules, hein. Ça doit ah être oui, le truc le plus courant, à mon avis, qui lui avait été ok, ouais. prescrit. Donc ça, Ouais. ouais, voilà, c'est toujours aussi ça à nuancer. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question incroyable? Est-ce que t'as des questions incroyables qui te viennent, toi, déjà, ou pas, mon gros? Bah, moi, j'ai d'autres questions, hein, si tu veux, hein. Ah, vas-y, mais, fais péter, frérot. J'ai une question qui est hyper intéressante, Hélène. C'est en quoi les glucides sont-ils, bon, en Ah gros, oui. une meilleure source d'énergie que les protéines ou les lipides? Alors, bah, déjà, premièrement, du coup, on se parle vraiment en sport de force, quoi, Ouais, en général. Ouais. Bah, déjà, enfin, en général, c'est le cas pour n'importe qui. C'est un peu le substrat, on va dire, le substrat énergétique déjà. Alors, quand on fait basiquement un plan alimentaire, on va d'abord établir les protéines, comme on disait tout à l'heure. Généralement, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais, c'est plus vraiment au gramme par kilo de poids de corps, quoi. Lipides, on va le faire ben, en fonction du besoin de la personne. Mais pareil, il y a un seuil vraiment, voilà, on va dire 20-25% du total. Alors que vraiment, les glucides, c'est ce qu'on rajoute après. C'est pas préétabli, c'est vraiment ce qu'on rajoute ensuite. Et c'est vraiment, en fait, surtout la première source d'énergie que ton corps il va utiliser et du coup que tes muscles vont utiliser. Donc, en sport de force, clairement, ben, c'est vraiment, on puise vraiment directement dedans, quoi. Donc, via le glycogène qui est dans le muscle, quoi. C'est vraiment la première source. Euh, En soi, je pense que, enfin, ça répond juste à la question comme ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus de précision que ouais, ça, ouais, quoi. ouais, c'est bien. Ouais, ouais, c'est bien. Mm. Ouais, ouais. Mais je sais qu'il y a aussi des personnes qui réagissent bien, justement, qui assimilent bien le gras, les lipides. Bah, Toi, ça Victor. l'est aussi, hein, de toute Ouais. façon. Ouais, ouais. Bah ça après ça à voir, mais après bon les gens ça c'est les pros diète cétogène, c'est Ouais, les mecs qui vont te cétose, ouais. vanter, voilà c'est ça ils vont te vanter des trucs incroyables avec la diète cétogène, mais c'est toujours les trucs Mais un peu tu sais compliqués à que établir. la diète cétogène, à la base, c'était médical. Ouais Enfin, pour les c'était pour les médical. pour les C'est pour diabétiques. régler aussi pas mal Mm. de problèmes. Ouais, ouais, mais aussi des problèmes mentaux aussi. Je sais pas si tu Ah avais oui vu c'est ça. vrai oui oui bien sûr pour les Oh, pour les autistes je pense. Ouais, et puis tous les autres trucs, un peu dans ce style-là, ouais, Ouais, ça peut ouais, ouais. régler ce genre de soucis. C'est vrai que ça me reparle ça. Bah, c'est vrai qu'après de toute façon les glucides, faut se dire le cerveau consomme 150 grammes de glucose par jour. Le glucose c'est le sucre simple par excellence. Quand vous avez du sucre de table, mm. c'est du saccharose. Donc glucose plus fructose. Donc si tu veux, le glucose c'est vraiment alors, le truc de base et c'est donc un glucide. Et quand on sait que le cerveau a besoin de 150 grammes par jour, ça représente donc 600 calories à lui tout seul. Bon, à moins que vous soyez vraiment un décérébré total nourri à TikTok, au réel Instagram et aux shorts YouTube, normalement, c'est à peu près ça. Donc c'est quand même pas mal. Donc on se rend compte que voilà, de base, le fonctionnement du corps humain, bah, c'est ça, quoi. C'est les glucides de Ouais, manière préférentielle. yes. Mm. T'avais d'autres questions, Victor? Alors, une Moi, question, j'ai je fait pense, le qui peut tour, être, là. une question qui peut être intéressante. Une boisson idéale pour maintenir son énergie pendant une journée entière de compétition. Bon, après, une boisson idéale, je pense qu'on peut étendre un petit peu la question à quelle manière peut-être de s'alimenter aussi lors d'une compétition, une journée de compétition. Ouais, intéressant, ça. Ouais. Ouais, en plus, c'est justement, je trouve que l'hydratation, moi, c'est pareil, c'est
On va parler d'alimentation, etc., mais en termes de compétition, l'hydratation, c'est vraiment, et même en général, hein, c'est vraiment ce qui est le plus important. Des fois, on voit des personnes qui vont s'intéresser à leur alimentation, mais qui, à côté, vont boire 1 litre d'eau par jour. Enfin, déjà, de base, c'est ce qui n'est pas suffisant. Donc, je dirais déjà la première chose à faire avant de parler d'une boisson magique ou quoi que ce soit, c'est déjà de boire suffisamment en règle générale, quoi. Parce que si tu commences à t'en préoccuper que le jour de ta compétition, ben, c'est pareil, c'est pas non plus ce qu'il faut, quoi. Donc, déjà, il y a ça. Et après, on pourrait parler aussi, donc c'est pareil, ça rejoint un peu ce qu'on disait au tout début. Ça peut être intéressant, je pense, de parler de ça, de la réhydratation après un water cut, qui pour le coup est juste hyper importante. Et c'est comme ça que de toute façon on peut foirer le truc. S'il n'y a pas une bonne réhydratation derrière, clairement ça va être crampe, ça va être contre-performance. Parce qu'après, s'il y a pas eu parce qu'en water cut, du coup, c'est une déshydratation, quoi, clairement. S'il n'y a pas eu de déshydratation avant, la journée de compétition, faut la voir un peu comme un entraînement, voilà, qui va être plus long. Donc après, selon comment la personne réagit, on peut mettre en place des électrolytes, par exemple, donc une boisson enrichie en électrolytes, telle que déjà Powerade, par exemple, ça peut faire le taf. Bon, c'est pas forcément ce que j'utilise, mais en gros, ça va être ce genre-là, quoi. On peut aussi les fabriquer nous-mêmes. Euh, mais en tout cas, voilà, après un water cut, c'est vraiment indispensable d'avoir des boissons enrichies en électrolytes et pas qu'un peu, quoi. De vraiment bien s'en préoccuper. Mm. Oui, bien sûr, ça c'est sûr que c'est important, là, c'est trop sous-estimé. Mais d'ailleurs, ça me fait rire parce que ça m'a rappelé une anecdote de ouf là. Le moment anecdote, c'est que quand j'étais en seconde, c'était physique-chimie. Les histoires de fou. Et il y avait un TP en physique-chimie. C'était en gros, on devait calculer la quantité justement de sel, entre guillemets, que tu devais rajouter dans une boisson de je sais plus quel volume, tu vois, en gros, tu devais faire ce calcul-là, Mm. pour justement qu'elle soit toujours hydratante, parce que si tu mets trop de sel, bah, ça devient plus hydratant, et qu'elle soit toujours Mm. hydratante, mais que justement tu aies ce bénéfice au niveau de l'apport supplémentaire en électrolytes dans le cadre de la pratique sportive. Et donc, on avait eu Mm. cet épée-là, tu vois. Et moi, je m'étais dit, putain, ouais, c'est un cheat code de ouf d'avoir une boisson avec plus de sel, d'avoir une boisson avec plus de sel pour s'entraîner. Et du coup, moi, à un moment, je m'étais dit, putain, j'étais rentré chez moi pour m'entraîner, tu vois. Et, Mais qui mettait du sel partout. Tu sais. et moi, j'avais rien piché au TP, mon pote, j'avais tout zappé. Je m'étais dit, comme tout, tu vois, genre, mieux vaut trop que pas assez. Putain, je m'étais mis du sel dans la bouteille, gros. Et j'avais l'impression que je buvais de l'eau de mer. J'avais l'impression que je buvais de l'eau de mer. Je me disais, putain, mais c'est Eh, ça se trouve, j'aurais pu faire un arrêt cardiaque parce que hypertension de ouf et tout, tu vois. Heureusement, j'avais 15 piges, j'étais bien, tu vois. Mais putain, quel connard j'étais quand même. Mais du coup, voilà. Donc, l'hydratation, important, c'est vrai. Mm. Très important. Et l'alimentation intra-compète, et ben, c'est vrai que si vous avez des stratégies où justement vous diminuez le volume alimentaire pré-compète pour faire le poids, et ben, le but c'est évidemment de se nourrir correctement aussi le jour de la compète. Bon, bah, en force après, en force athlétique, c'est un peu moins le cas qu'en street lifting, mais en street lifting, les compétitions sont très très longues, elles durent toute une journée. Mm. Donc c'est vrai que toute une journée, tu seras forcément amené à un moment à avoir un repas pendant. Donc la question, bah, c'est justement d'avoir un repas qui sera suffisamment digeste, qui sera suffisamment dense en calories pour bah, avoir de l'énergie le reste de ta compétition et qui sera du coup bah, pas trop volumineux. Là pour le coup, c'est vrai qu'on vous dit manger des végétaux, mais si vous vous faites 1 kilo de ratatouille, Mm. vous n'allez pas être très très bien sur la suite des exercices après ce que vous avez mangé. Donc il faut trouver cet équilibre entre suffisamment dense énergétiquement qui sur le court terme, bah, c'est ça qui sera le plus important, plus que pour le coup d'avoir suffisamment de micronutriments dans son repas. À court terme, là pour le coup, ça ne jouera pas trop. Et après, bah, compléter avec une boisson, exactement comme tu as dit. Déjà boire suffisamment en général, mais avec une boisson éventuellement enrichie en électrolytes. Donc si vous le faites vous-même, eh ben, tout simplement, ne me demandez pas, parce que moi, j'ai aucun souvenir. Putain, j'avais versé le pot de sel comme ça, donc faites pas ça. Renseignez-vous vraiment sur Internet. Ou alors, faites comme ce que je ferais maintenant parce que j'étais traumatisé, c'était infect. Je prendrais du Powerade, tu vois, pour pas me casser la tête. Mm. Au moins, bam, Ouais. tu te décharges mentalement. Bon, si vous prenez du Powerade, prenez pas que ça, buvez de l'eau aussi en même temps, en parallèle, mais ça peut être une stratégie à mettre en place.
Ouais. Et ça aussi, moi, en ce qui me concerne, en tout cas, quand je suis en compétition, pour l'aspect digeste, ce qui fonctionne bien, c'est tout ce qui est barres protéinées, barres aussi de glucides. Ils font des trucs, là, la marque, je crois que c'est RAW, R-A-W. Ah oui, En oui. gros, c'est de la date, en fait, avec des oléagineux, des baies, etc. Ça, en plus, c'est hyper bon. Et Bah, c'est des barres moi, je véganes, je crois, sais. non? C'est ça? Ouais, en plus, ouais. Non, c'est ça, Et, ouais. en fait, moi, je sais qu'en compétition, je m'alimente que de ça. Alors, j'en achète un bon paquet. Et au niveau de l'hydratation aussi, c'est ce que tu disais, les compétitions de streetlifting, ça dure extrêmement longtemps. Et ce qu'on voit, et ce que j'ai vu encore au premier pas, ça arrivait à plusieurs mecs, c'est que les mecs arrivés sur le squat, ils crampent parce qu'en fait, ils se sont pas assez hydratés. Il y en a même, je pense, qui s'hydratent pas du tout, tu vois. Alors que quand même, faut le rappeler que l'hydratation, c'est le facteur numéro un de la performance ou de la contre-performance si vous êtes déshydraté. À court terme, ouais. À court terme, Ouais, ouais. voilà, c'est ça. Donc, c'est les gars, enfin, vraiment, buvez, quoi. Buvez pendant vos compétitions. Pas beaucoup, mais enfin, pas trop, mais suffisamment, en tout cas, pour pas être déshydraté. Donc, ok, donc voilà, quoi. Bah, c'est C'est ça, un parce petit que peu. peut-être que les mecs, ils ont leurs entraînements d'1 heure et demie, 2 heures habituellement. Ils boivent pas parce qu'ils y pensent pas, ils sont pas habitués. Et ça passe. Mais Voilà. quand tu fais 8 heures ou tu fais du sport, même si c'est pas 8 heures en continu, et que tu bois peu, bon, bah, il y a un moment où ça fonctionne plus, quoi. Je sais Ouais, plus ce que c'est la stat, mais c'est genre 1% ou 2%, je sais plus, c'est un truc assez impressionnant. 1 ou 2% de déshydratation, ouais, c'est genre ça. 10% de Ouais, baisse de performance. Moi, je ouais, crois c'est qu'après, énorme. c'est dans des efforts plus cardio longue durée, mais on peut largement faire le parallèle, je pense, avec la force. Ouais, Puis de toute façon, si tu crampes quand tu fais du squat, tu sais que déjà ça va pas bien se passer, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Bah écoutez, on a abordé quand même pas mal de sujets. C'était très agréable de te recevoir, Hélène. On peut te retrouver, toi, sur... c'est quoi ton compte Insta? Bah, j'en ai deux du coup. Le Ok, principal c'est L-Lift, mais HEL quoi. Euh, et l'autre du coup c'est LNJ, donc L, enfin un L, un N, un J, LNJ Coaching, qui est un tout nouveau compte où je commence du coup à partager un peu plus sur la nutrition, où j'ai abordé un peu des thématiques comme on vient d'aborder là dans le podcast quoi. ok, d'accord. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, merci beaucoup de ton intervention, Hélène. Et puis, de toute façon, je te dis, moi, au 13-14 mai, pour la FNSL, on se croisera là-bas. Et puis, mon cher Victor, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Évidemment, comme Ouais, toujours. Voilà. Bon, bah, bah, merci à vous en tout cas du coup hein, de pour rien, de l'invite. rien. C'était cool. Bon, bah, salut à tout le monde. Ciao. Salut! Ciao. Ok, Je, j'arrête l'enregistrement. je croyais que t'avais déjà coupé, moi. Putain, à la fin, là, il y a eu un sale blanc là dans le truc. Bon, ça passe. Ça, Non. c'est la fin. Bon, bah, Hélène, on va te libérer. Yes! Ça dure un peu longtemps. Et puis, bah, je te dis à plus tard. Et puis, je publie ça, du coup, dimanche. Ok, super. Voilà. Ok, Bon, bah, nickel. salut Hélène. Bonne Ciao. soirée. Ouais, bonne soirée, salut. Salut, Ciao. ciao.